Nous avons une série d'amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Et sur les 61 identiques, je suis saisie par le groupe La Droite républicaine d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Également pour le 883, toujours par le groupe de La Droite républicaine, le 884 également, et le 15 est identique. Ils sont tous annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Qui défend Madame Cornelot? Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à redonner compétence au législateur pour déterminer le niveau des plafonds de remise en permettant une réévaluation chaque année à l'occasion du PLFSS en cohérence avec l'ONDAM, comme c'était le cas avant 2014. Aujourd'hui, nous avons un réseau officinal qui est extrêmement précarisé, avec un nombre de fermetures d'officines très important, puisque 4000 officines ont fermé depuis 2007. C'est une pharmacie par jour qui ferme. Leur disparition, évidemment, dégrade l'accès aux soins et vient encore aggraver la situation de désertification médicale, et elle dévitalise également de nombreux villages et communes. Un arrêté qui a été pris le 4 août 2025 de façon unilatérale a baissé ce plafond de remise de 40% avec l'objectif qu'il soit à 20% au 1er juillet 2027. Bien évidemment, cela a suscité une colère de toute la profession. Merci, parce que ces remises sont absolument indispensables pour l'équilibre et pour l'économie d'officine. Merci. Monsieur Boucard, est-ce que... Il n'est pas là. Monsieur Brun, il est défendu? Défendu, merci beaucoup. Le suivant est défendu. Madame Cornelot, le 87. Juste poursuivre ce que je n'ai pas évoqué précédemment, c'est qu'effectivement, ces remises commerciales, elles sont indispensables pour le réseau officinal, pour le maintien de toutes les officines, notamment en milieu rural. Et on voit bien déjà, suite à l'arrêté du 4 août, eh bien, la panique qui s'est installée avec des pharmaciens qui vendent prématurément et des jeunes qui ne s'installent plus. Merci. Merci, Madame la députée. Le suivant, qui le défend? Le 883. Il est défendu? Il est défendu, merci. Le suivant également, le 884. Ils sont défendus, merci. Des amendements identiques, le 5. Madame Buffet. Il n'est pas... Si, pardon. Si, pardon. Madame la Présidente, je vous remercie. Cet amendement qui avait été adopté en commission des affaires sociales permet de rappeler que ces remises commerciales accordées par les laboratoires constituent un pilier du modèle économique des officines et soutiennent le dynamisme du médicament générique au bénéfice de l'assurance maladie. Cela a été évoqué tout à l'heure, mais cette baisse aussi ne produira pas d'économie nouvelle, l'État procédant déjà à des ajustements de prix selon les remises déclarées. Elle risque en revanche d'opacifier les conditions de tarifaires, de priver le réseau officinal d'environ 520 millions d'euros et d'accélérer les fermetures de pharmacies, notamment en zone rurale. Il est donc prévu de préserver ce modèle gagnant-gagnant. Cet amendement prévoit également la réalisation d'une étude gouvernementale sur l'impact et l'évolution du système de remise et de rémunération des pharmaciens. Merci, Madame la députée. Pour le groupe socialiste, le 374. Madame Allon. Merci Madame la Présidente. Donc, nous défendons aussi un amendement sur ces remises commerciales. En effet, le gouvernement a décidé de les supprimer de manière unilatérale. Donc nous sommes fortement opposés parce que ces remises constituent le financement de nos officines dans la ruralité et nous y tenons plus que particulièrement à cela. Nos officines, c'est le maillon indispensable pour faire que les déserts médicaux régressent dans nos départements. Merci Madame la députée. L'amendement suivant, le 472, est défendu. Madame Cornelot. Le 882, défendu. Le 1160, oui, Madame Gruyer.
Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En effet, c'était un amendement important pour nous dans ce lien de confiance qu'on doit avoir aussi avec nos officines de proximité, d'être capable justement de reconnaître le travail de maillage territorial qu'ils sont capables d'effectuer. Et je trouve que changer les règles du jeu en cours d'exercice et de prévisibilité qu'ils ont donné dans leur chiffre d'affaires et dans leur activité est quelque chose qui ne garantit pas justement cette lisibilité et cette stabilité d'exercice pour nos pharmaciens. Donc je pense que de l'inscrire dans la loi permet finalement de redonner au Parlement la capacité de faire remonter au mieux ce que les territoires sont capables de nous dire. Merci beaucoup. Monsieur Nadeau. Merci Madame la Présidente, je vais le défendre pour mon collègue Nadeau. Il parle ici d'une remise commerciale qui constitue une ressource indispensable au fonctionnement des réseaux officinales et participe au dynamisme de l'économie du médicament générique. Donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l'assurance maladie. Il dit avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence des législateurs. Si la loi de finances et de la sécurité sociale pour 2014 transférait au pouvoir de règlement le soin de fixer ces plafonds dans la limite de 50%, c'était bien l'objectif maximisé de l'économie ainsi réalisée, relevant de façon significative le plafond antérieur pratiqué. Merci. Le 1862. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, chers collègues. Oui, l'arrêté unilatéral du 4 août est venu amputer de plus de 30% les remises ordinaires et seront en 2027 amputées de 50%. Actuellement, ces remises sont fondamentales dans la vie économique des officines. Alors, deux paradoxes. La première, c'est qu'un contrat commercial de droit privé ait pu, à un moment donné, passer sous tutelle réglementaire. Et deuxième paradoxe, c'est que, alors que nous courons après des programmations pluriannuelles, les officines ne puissent plus avoir de visibilité. Est-ce qu'ils vont devoir licencier maintenant ou à partir du 1er janvier ou du 1er août? Est-ce qu'ils vont pouvoir finir leurs emprunts? Est-ce qu'ils vont pouvoir investir? Pour toutes ces raisons, le modèle gagnant-gagnant devient sans doute peut-être même pas gagnant puisque la somme est de 520 millions pour la sécurité sociale et en tout cas sûrement pas gagnant pour les officines. Merci beaucoup. Le 1869. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres. L'amendement 1869 porte sur le même sujet. C'est un amendement identique, co-signé de façon transpartisane par le groupe de travail contre les déserts médicaux. Il faut entendre aujourd'hui le cri d'alarme des pharmaciennes et des pharmaciens, notamment des territoires ruraux, que cette décision de plafonnement de baisse des plafonnements des remises sur les génériques met en grand danger. Donc dans le contexte de combat contre les déserts médicaux, nous proposons de revenir à la situation actuelle et de fixer les plafonds dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme c'était le cas jusqu'en 2014. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, défendu. Nous avons une série d'amendements identiques. Madame Cornelou, il est défendu? Ok. Madame... C'est vous qui le défendez, Madame Bazin? Malgrâce. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Cet amendement propose de permettre aux législateurs de réévaluer chaque année, à l'occasion du PLFSS et en cohérence avec l'ONDAM, le niveau des plafonds de remise attribués aux pharmaciens. En effet, nous devons absolument préserver le maillage territorial des pharmacies, et notamment en zone rurale, parce que c'est du service pour la population qui habite dans ces petites communes. Et nous, législateurs, devons veiller à faire en sorte de ne pas détruire tout ce maillage commercial que nous avons dans notre ruralité. Voilà le but de cet amendement. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, mes chers collègues, on voit bien que se dessine une forme de majorité pour restaurer des marges de manœuvre pour nos officines qui souffrent. Je vous rappellerai que on a des fermetures chaque jour en France d'officines dans nos territoires. Et je rappelle l'esprit de ces remises. Elles sont pour encourager les génériques qui coûtent moins cher pour l'assurance maladie. Donc c'est du gagnant-gagnant pour les pharmaciens et pour l'assurance maladie. Ces remises étaient
dans un plafond de 40% par voie réglementaire. Ce que vous proposez par ces amendements, c'est de le remettre dans le domaine législatif, mais il y a une différence entre ces différentes séries d'amendements. Certains vont beaucoup plus loin que la situation actuelle, puisqu'ils demandent, c'est les 3 premiers, d'aller à 50%. Honnêtement, ayant beaucoup échangé avec la profession, comme vous tous cet été, leur demande, c'est déjà de rétablir ce qui était. Et je pense qu'il faut être raisonnable là-dessus, retrouver 40%. C'est la raison pour laquelle j'inviterai nos collègues qui ont défendu les 3 premiers, de les retirer. Un peu plus loin dans la discussion, mais qui pas dans cette discussion commune, certains voulaient le laisser par voie réglementaire. Je pense qu'il faut le redonner par voie législative. Je vous inviterai à voter les amendements de la série 5, 342, 472, 882, 1164, 1862, 1169, 2238, parce que c'est la meilleure combinaison sur le fond et ça correspond à la rédaction transpartisane de la commission, ce qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Donc, demande de retrait, Madame la Présidente, sur les 3 premiers, enfin sur les 5 premiers, et avis favorable pour la série du 5 et suivant. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Vous connaissez un peu déjà ma réponse. Alors, non, je vais m'attarder un petit peu sur cette discussion et ces amendements pour expliquer la position qui est celle du gouvernement et pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir me suivre, si vous le souhaitez. Tout le monde l'a dit, les remises commerciales sont une source importante de revenus des pharmaciens d'officine. Vous le savez aussi, suite à l'arrêté pris cet été, qui, je le rappelle, n'était autre qu'un arrêté qui suivait la LFSS de l'année dernière. C'est-à-dire, vous avez voté le fait qu'on porte cet arrêté cet été. Il n'y avait pas eu la censure. Bref. Suite à l'arrêté et à la suspension de cet arrêté, nous avons lancé une mission IGAS-IGF sur la transparence des prix, sur les flux financiers qui sera rendue à la fin de l'année. Une fois que cette description sera faite par ce rapport, à la fin de l'année, une concertation dont le périmètre a commencé à être réalisé sera lancée en janvier pour redéfinir le modèle économique des pharmacies. Ce que vous faites ici avec ce plafond, c'est que vous allez rigidifier là où on essaye de se dire on fait un diagnostic commun avec le rapport, on se met tous autour de la table et on redéfinit le modèle. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je vous demanderai de ne pas voter ces amendements qui ne rentrent pas dans une cohérence de travail avec l'ensemble des acteurs. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Au regard du nombre de demandes de prise de parole, eh bien, je vais la donner à l'ensemble des groupes. Je vous rappelle la règle, un maximum par groupe. Monsieur Isaac Mabille. Et 1 minute, maximum. Merci Madame la Présidente. Non, on est favorable effectivement à ces amendements. La seule chose, effectivement, c'est que pour moi, il y a 2 points. C'est que c'est quelque part un peu anormal que les pharmaciens soient rémunérés par des remises. Et il faut sans doute réfléchir à un autre système. D'autant plus que ce qui est assez particulier, c'est que les remises ne sont pas les mêmes pour tous les pharmaciens et ils sont en fonction du chiffre d'affaires. Donc ces remises profitent plutôt à des grosses pharmacies qu'à des petites. Alors qu'on souhaite soutenir plutôt le réseau donc, favorable aux amendements, mais je pense qu'il faut une réforme de plus grande ampleur pour la rémunération des pharmaciens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député Coué. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On est donc ce matin sur l'avenir des pharmacies, pharmaciennes, pharmaciens, et le gouvernement sort ses arguments les plus frappants. Donc 9h22, on nous explique qu'il a été commencé à réfléchir à la composition d'une commission qui réfléchira. Je suis subjugué, hein. Moi, ça me donne envie de voter avec vous. Non, c'est pas vrai, évidemment. Donc, il faut voter ces amendements. On va pas renoncer à tout sous prétexte qu'il y a un engagement de quelqu'un, on ne sait pas qui, dans une salle, on ne sait pas quand. Enfin, pardon.
Ça, c'est rigolo un soir à 23h30, mais peut-être pas non plus pour démarrer la journée parce que je ne sais pas comment on va finir. Donc, nous voterons tout cela parce qu'il s'agit d'un transfert de charges d'industrie pharmaceutique vers les pharmaciennes et les pharmaciens. Et oui, il faut remettre dans la loi les plafonds de remise générique. Je rappelle que c'était le cas jusqu'à 2014. Et avant, la France était un pays développé, il n'y avait pas l'hiver nucléaire, on vivait très bien comme ça. Donc on va revenir à l'état du droit 2014. Et je termine en dénonçant le fait, comme nous l'ont remonté des syndicats de pharmacie, que le gouvernement leur a demandé d'intervenir auprès des parlementaires pour rejeter ces amendements. Nous n'acceptons pas ce type de pression. Merci, monsieur le député. Monsieur Benoît. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais simplement dire que cette affaire démontre le problème de fonctionnement que nous avons dans notre pays. Et pourtant, en matière de santé, il y a du monde à s'en occuper. Le ministère de la Santé, on a évoqué tout à l'heure l'IGAS, l'Inspection Générale des Finances, en territoire, on a les ARS. Et il n'est pas normal qu'au cœur de l'été, on prenne un décret qui sème la panique chez les pharmaciens de France. On a passé notre été à essayer d'éteindre le feu ici et là, parce que le bazar, il n'y a pas d'autre mot, il est venu d'en haut. On a quand même la chance d'avoir une organisation professionnelle, ça s'appelle l'Ordre national des pharmaciens. Moi, les pharmaciens que j'ai rencontrés, ils sont prêts à poser la question du modèle économique de distribution des médicaments en France et la rémunération des pharmaciens. Alors maintenant, vous allez commencer à concerter, travailler. Mais enfin, dans ce pays, on travaille en dépit du bon sens. Merci, monsieur le député. Monsieur Guedj. Il y a un consensus, on vient de l'entendre, pour ne pas appliquer de manière aussi brutale. Mais Madame la Ministre, vous nous dites, vous allez graver dans le marbre alors qu'il y a une concertation. Bon, tel que c'est parti, et même si cette concertation devait déboucher sur une, je suis d'accord avec Cyril Isaac-Sibille, sur une révision d'ampleur des modalités de rémunération des pharmaciens sur la base de ces remises et plus largement du modèle économique des officines, il faudra des dispositions législatives pour les décliner. Donc, pardonnez, mais au regard de la brutalité de la décision que vous avez prise par voie réglementaire, qui peut le plus, peut le moins. Et comprenez que les pharmaciens, comme tous ceux qui les soutiennent, préfèrent qu'il y ait un petit verrou législatif pour vous empêcher de faire n'importe quoi à n'importe quel moment et pour que, de manière certaine, tout ceci puisse être délibéré par nous au terme de cette concertation pour protéger les officines, les gens qui les fréquentent et l'ensemble des assurés. Merci, monsieur le député. Madame Mélin. Merci Madame la Présidente. Oui, je tiens à rappeler quand même que le périmètre de contrôle de la sécurité sociale est de 666 milliards. Et qu'à partir de là, aller chercher 520 millions, qui est quand même une somme, je le concède, et qui met en émoi d'une profession, mais surtout qui va fragiliser tout le maillage territorial, d'ailleurs aussi bien en ville, en périphérie de ville, que dans notre ruralité, cela mérite d'être regardé à deux fois, autrement que par un décret à 4 août sans prévenir personne. Pour toutes ces raisons, évidemment, on ne peut pas, en période de déserts médicaux, y ajouter des déserts pharmaceutiques. Merci Madame la députée. Monsieur Lozana. Oui, merci Madame la Présidente. Le problème de cet article, c'est qu'il traite les grosses pharmacies de ville que nous connaissons tous, qui font des grands bénéfices, comme les petites pharmacies de la ruralité qui sont absolument indispensables à notre maillage, et y compris en cas de désert médical. Et donc là, il n'y a pas de différence. Donc on ne peut pas évidemment accepter cet article-là. Mais moi, je voudrais soutenir à partir de l'amendement numéro 5, parce que c'est un amendement qui nous permettra ici de fixer dans l'hémicycle le taux de ces remises et peut-être en effet de pousser, comme disait Isaac-Sibille, la réflexion sur une rémunération plus juste à un moment où la pharmacie devient de plus en plus rebutante pour les jeunes étudiants qui ne vont d'ailleurs pas en études de pharmacie. C'est un vrai problème et nous devons absolument maintenir ce maillage, donc avoir une réflexion aussi sur le financement de ces petites pharmacies. Merci Monsieur le député. Madame Batho. Oui, Madame la Ministre, on est dans une situation dans laquelle la confiance est rompue précisément parce qu'il n'y a eu aucune concertation et aucun travail de fond. Ce n'était pas le même gouvernement, mais donc la proposition, c'est de maintenir
ce qui était la situation en vigueur. Et puis on verra les concertations, les réflexions, etc. Passons au vote et je voudrais remercier le rapporteur de son avis favorable. Merci Madame la députée. Madame la ministre, vous avez souhaité... Oui, merci Madame la Présidente. Bon. Je pense qu'on a tous vu effectivement cet été les inquiétudes, les questions des pharmaciens. Mais il a été dit par un député qu'il fallait que ce soit dans la loi pour, je cite, que le gouvernement ne fasse pas n'importe quoi. Et n'importe quand. Bon, je vais juste revenir quand même sur le pourquoi. C'est pas pour nous dédouaner, nous déresponsabiliser, mais juste reprendre un peu les éléments et les faits. La chose qui n'est pas évoquée ici, c'est d'abord qu'il y a des baisses de prix. Le gros et le plus gros de l'effort collectif sur la chaîne du médicament, ce sont les industriels d'abord qui le portent. Je veux le redire parce que sinon on a l'impression qu'on va sauver la Sécu par l'effort des pharmaciens. Point 1. Point 2, cet arrêté du mois d'août avait commencé à être discuté avec les pharmaciens au mois de mai, puisqu'un article 33 du PLFSS 2025 imposait que les remises sur les biosimilaires soient revues, et la discussion sur les biosimilaires avait commencé au mois de mai. Ensuite, il s'est passé qu'au mois de juin, vous le savez, il y a eu un comité d'alerte de l'ONDAM appelant le gouvernement à réagir, constatant qu'un certain nombre d'économies du PLFSS 25, notamment l'arrêté sur les pharmaciens et les biosimilaires, n'avaient pas été pris. Et ce comité d'alerte a enjoint le gouvernement de prendre des mesures d'urgence pour éviter que le déficit de la sécurité sociale aille totalement dans le décor, pour parler trivialement, en 2025. Et donc, dans ce cadre-là, dans le deal biosimilaire, il a été décidé et proposé, et effectivement pas accepté par les pharmaciens, mais qui était, je peux vous dire, à l'époque, reçu presque toutes les semaines, ou peut-être même tous les jours, par Yannick Neuder et Catherine Vautrin et ses équipes, pour que cela évolue. Deuxième élément que je veux rappeler ici à tout le monde. Les pharmaciens, en 2026, dans le PLFSS du gouvernement qui vous est proposé, vont bénéficier de plus de 45 millions d'euros de soutien au titre de l'avenant conventionnel de 2024. Je vous donne des exemples de ce qui est prévu dans le projet que vous examinez. Une aide financière jusqu'à 20 000 euros par an pour les officines en difficulté dans les zones rurales, une revalorisation des astreintes et des honoraires de garde, la création d'un horaire nuit profonde, 0-6 heures quand les pharmacies sont ouvertes, de nouvelles missions de santé publique désormais tarifées, comme la prise en charge des angines, des cystites, des compétences vaccinales élargies, de la rémunération sous forme de primes de missions de santé publique, comme la vaccination, le dépistage, notamment des bilans de médication pour les patients âgés, l'entretien spécifique pour les patients sous opioïdes, l'incitation, donc on l'a dit, à la substitution des biosimilaires avec des forfaits incitatifs à la substitution, une revalorisation de 20% de l'honoraire de dispensation à l'ordonnance, une évolution de l'honoraire lié à l'âge et enfin la génération d'un outil de lutte contre la fraude par de l'IA. Ceci, évidemment, est à quand même mettre dans le débat parce que sinon on a l'impression, de nouveau, que non seulement toute la chaîne du médicament fait porter son effort sur les pharmaciens et que par ailleurs, nous laisserions les pharmaciens se débrouiller seuls face à des enjeux de santé publique où ils sont déterminants et majeurs. Je prends la parole et en soutien plein et entier de ce qu'a dit ma collègue Stéphanie Rist pour vous dire une chose. Figer dans la loi des éléments qui tiennent jusque-là de la convention, de la négociation et de la concertation, je comprends très bien pourquoi vous voulez le faire. Je peux vous dire qu'à mon avis, c'est la meilleure manière de nous éviter de travailler en bonne intelligence, c'est la meilleure manière de faire de vous les négociateurs de la chaîne du médicament, c'est la meilleure manière de faire que cette mission IGF-IGAS ne donne rien, parce que si c'est dans la loi, à quoi bon alors s'organiser? Donc je voulais vous donner cet avis, un avis j'espère qui peut éclairer le travail qui est en train d'être fait, un avis qui montre que ce n'est pas binaire, il n'y a pas le méchant gouvernement et les gentils pharmaciens, il y a un État qui se met ensemble à trouver la manière d'activer un réseau de proximité qui a conscience que la réalité des pharmacies rurales n'a rien à voir avec les pharmacies de centre-ville et qui doit accompagner donc une évolution concertée. La loi pourra, et je vous le dis avec solennité, traduire la concertation, mais le faire en amont, cette dite concertation, me semble aller et faire les choses dans le mauvais sens. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je rappelle
les éléments du débat, parce que je n'ai pas entendu encore les retraits opérés. Je pense que ce qui nous est demandé par les pharmaciens, c'est de voter ce qu'on a convenu en commission, c'est l'amendement 5 et identique. Je me permets de le rappeler, c'est la meilleure combinaison sur le fond et c'est ce qui nous a tous rassemblés, retrouver l'existant. J'ai la conviction profonde, mesdames les ministres, que même en votant ces amendements, ça ne sauvera pas toutes les pharmacies de France. Que le modèle économique des officines est en grande difficulté et que sur la question des génériqueurs, qui représente beaucoup plus que la somme d'aide de 20 000 € qui est déjà possible aujourd'hui, puisque dans la convention actuelle, on a déjà un certain nombre des dispositifs que vous évoquez. Bien sûr, les montants que vous évoquez en plus sont les bienvenus, mais je ne pense pas qu'ils soient suffisants pour consolider et viabiliser et pérenniser et rendre attractif. Voilà. Un chiffre, il manquait 1000 étudiants en deuxième année de pharmacie il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous représentez ce que ça peut représenter en termes de désert pharmaceutique dans quelques années. Et puis, là, on ne fait que corriger ce qui a été fait en 2014, puisque ça avait été sorti de la loi. Peut-être pour de bonnes raisons, moi, je n'étais pas là à l'époque. Mais on le fait parce que, justement, on s'est rendu compte que ça pouvait tout d'un coup être supprimé. Ce que la loi fait, la loi peut le défaire. Et Madame la Ministre, je pense que la mission que vous avez lancée pourra porter ses fruits peut-être courant 2026 avec une évolution du modèle, peut-être la rémunération d'un acte de dispensation avec un certain nombre de questions qui sont dans le modèle. Et donc si on veut modifier la LFSS 2027, on pourra le faire avec l'ensemble du modèle, avec une étude d'impact, de manière à ce que l'ensemble de la représentation nationale puisse le faire. Et puis, à un moment, on était tous là sur les biosimilaires. On a parfois, pendant plusieurs années, rejeté les amendements qui favorisaient la substitution. Là, ça avait avancé et on l'avait voté. Je sais qu'un certain nombre ici étaient des fervents défenseurs pour pouvoir permettre ces substitutions. Quand on l'a fait, le législateur ne pensait pas qu'on allait déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et ce n'était pas moins sur les génériques pour plus sur les biosimilaires. C'était une montée en puissance et en plus, c'était incomplet parce qu'il aurait fallu, pour vraiment encourager la montée en puissance des biosimilaires, à 15%, je le rappelle, certains l'ont dit, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour les génériques, pour ceux qui ont un peu plus d'ancienneté que moi, savent que ça a pris du temps la montée en puissance. Donc on ne peut pas dire aux pharmaciens, vous allez pouvoir bénéficier des remises sur les génériqueurs, qui sont incertaines et qui prendront du temps, et vous allez perdre de l'autre côté, du côté des... Enfin, sur les biosimilaires, et vous allez perdre du côté des génériqueurs. Enfin, sur le comité d'alerte, il y a eu des mesures d'urgence. Mais là, on est sur l'exemple typique de rabot bête et méchant. Oui, il y a des économies, mais quand on est sur des indus. Oui, il y a des économies quand on est sur des choses qui ne sont pas souhaitables. Mais là, c'était des mauvaises économies. Et je pense que faisons tout pour éviter un nouveau comité d'alerte. Parce que quand on voit, par exemple, sur les kinés, qu'ils attendaient une revalorisation d'1,50 €, et juste parce qu'il y a eu le déclenchement d'une convention qui a été signée il y a plus de 2 ans, ils n'ont pas eu la revalorisation en juillet, c'est profondément injuste. Donc moi, j'invite nos collègues à retirer les amendements et à voter l'amendement numéro 5 et suivant. Alors, les amendements sont-ils maintenus? Pas seulement, bien sûr, pour tout le monde. Oui. Oui. Merci Madame la Présidente. Je retire le 68 de Monsieur Boucard. Et le 61? Je retire le 61 et le 87. Ok. Eh bien, écoutez, je mets au vote. Chers collègues, s'il vous plaît. Donc, sur le 61 identique, c'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 206, exprimé 202, majorité 102, pour 83, contre 119. L'amendement 883. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Les avis, vous les avez donnés, les avis? Il souhaite que vous les répétiez. Alors, et donc... Bon, alors le gouvernement est défavorable à tous les amendements, sauf Monsieur Bazin, Monsieur le rapporteur, qui est favorable aux 5. Donc, et suivant. Donc défavorable pour celui-ci, pour commission et gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 209, exprimé 201, majorité 101, pour 35, contre 166. Le 884 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 204, exprimé 200, majorité 101, pour 32, contre 168. Le 5 est identique, qui a donc reçu un avis défavorable du gouvernement, mais pour du monsieur le rapporteur. Je mets aux voix. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 206, exprimé 206, majorité 104, pour 202, contre 4. Tout ça tombe.